Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les améliorations que j'ai réalisées sur les actions. Alors, dans un des problèmes que j'avais pour les tableaux, pour la gestion des tableaux, c'était que j'aimais pas trop ce concept d'action. Alors, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, mais dans mon JavaScript, j'avais à la fin de mon tableau, de mon objet JavaScript, j'avais la liste des actions avec par identifiant, qui était une méthode. Donc, j'avais action underscore identifiant, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse, ouvrez crochet, avec le code de l'action. Et partout dans mon code, j'utilisais this action underscore id pour appeler cette action. Ça faisait beaucoup d'indirections et quand j'essayais de comprendre un petit peu comment ça se passait dans les onChange, je devais à chaque fois lire les identifiants, chercher l'identifiant, etc. C'était un petit peu compliqué. Donc là, j'ai décidé de revoir un petit peu comment je faisais ça et j'ai décidé d'inline un petit peu tout le code. Donc comme vous le voyez ici dans le JavaScript qui est généré, maintenant, au lieu d'avoir dans le onChange des this actions, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse, donc appeler plusieurs actions les unes à la suite des autres, j'ai directement le code qui correspond à ce que je veux faire. Donc quand Thibaut change, par exemple, ou alors quand je prends un exemple simple, là par exemple quand le 3 change, et bien la chose qu'on fait c'est qu'on change le inner HTML du composant 9858. Alors j'ai toujours d'identifiant pour les composants et pour les variables, mais j'ai plus de ce concept d'action qui est présent dans le JavaScript. Donc je ne sais pas si ça va être une aide ou pas pour les tableaux, mais j'ai l'impression quand même que ça va dans la bonne direction pour me permettre de pouvoir créer des composants à la volée dans le JavaScript. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça. C'est assez facile. Alors je peux faire un guide diff. Ce que je voulais faire, c'est vous montrer un petit peu les différences. Et donc on voit un petit peu ce qui se passe. Déjà, je ne vous ai pas montré, mais quand on fait des events, par exemple des onChange, si on regarde ici, donc le onInput, j'affiche directement également les actions à l'intérieur de ça. Donc je crée une fonction anonyme qui récupère l'événement et qui l'utilise comme ça. Donc ça me permet d'avoir également directement toutes les informations quand je lis. Alors d'ailleurs, je vois qu'il y a un petit bug puisque l'événement ici, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire et qu'il serve à quelque chose. Je pense que là, le event est de toute manière disponible ici. Donc je n'ai pas besoin forcément de le passer à la fonction. D'ailleurs, je ne le récupère pas dans la fonction ici. Donc c'est un petit détail, ça ne change pas grand-chose, mais voilà. Il faudrait que je répare ça. Donc si je regarde le guide diff, voilà la chose que je fais quand on crée un onInput. J'utilise cette nouvelle méthode action.js qui permet d'afficher tout le JS et vraiment l'entièreté du JS et plus juste appeler la fonction qui correspond à l'identifiant action Intel. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai différencié mes actions en deux parties. J'ai les actions qui sont complexes, on va dire, qui sont sur plusieurs lignes, qui font plusieurs choses. Par exemple, où il peut y avoir des conditions à l'intérieur, il peut y avoir plein de choses, enfin n'importe quoi à l'intérieur. Et puis j'ai pas mal d'actions qui sont simples. La différence, c'est que les actions complexes, je ne peux pas juste les mettre comme ça en ligne parce que potentiellement, il peut y avoir des problèmes de je veux return une variable, comment je fais, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé un peu les deux concepts, les fonctions qui peuvent être inline complètement et les fonctions dans lesquelles il faut que je les enveloppe dans une fonction anonyme. Donc je vais vous montrer deux exemples. Alors la plupart de mes fonctions, c'est des fonctions simples, c'est pour ça que j'ai fait ça. Là, le return JSON, finalement, il n'y avait pas trop d'intérêt qu'il y ait un return. Ça aurait pu être juste le JSON. Même chose pour ici, le thisVariable.value.remaining, ou même celui-là qui est encore plus simple. Ça reste très très simple et il n'y a pas besoin du return et du point virgule. Je pouvais juste avoir cette expression-là. Alors dans les faits, moi ce que je fais, c'est que je la mets entre parenthèses quand même pour être sûr que ça soit bien exécuté en une fois, mais ça ne change rien au reste. Par contre, j'ai aussi des choses qui restent compliquées, donc je peux vous les montrer. Si on cherche un return, alors le problème c'est que j'ai des returns en PHP et des returns en JavaScript, donc il faut trouver un return en JavaScript. Je ne sais pas si j'en ai d'ailleurs, j'ai peut-être un if en JavaScript. Alors cherchons un if en JavaScript, ça serait dans les classes, voilà, class with condition. Donc ça c'est du code qui est un peu complexe et donc j'ai pas envie d'avoir ça dans une expression. Ça n'a pas sa place dans une expression classique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'envelopper dans une fonction anonyme, ce que j'ai fait beaucoup de cette manière-là. Donc si on regarde dans le code cette partie où ça apparaît, c'est ici, il y a un if. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans une fonction anonyme qui est ici, que j'ouvre, et ensuite je ferme ici et je l'exécute juste après. Donc ça permet d'avoir un scope, c'est une petite technique pour avoir un truc un petit peu encapsulé à ce niveau-là en JavaScript, et de pouvoir vraiment mettre plusieurs lignes de JavaScript sans problème. Donc maintenant, si je vous montre ma nouvelle classe action, j'ai rajouté quelques fonctions. Alors la première fois, j'en ai profité pour rajouter une fonction PHP qui permet d'exécuter le code PHP. C'est quelque chose que je faisais souvent dans le code et qui était un petit peu verbeux, c'était un peu compliqué à écrire toujours ces parenthèses, il y a beaucoup de parenthèses, on peut se tromper. Donc j'ai fait une petite fonction PHP qui me permet de faire ça sans avoir à me répéter. Ensuite, j'ai ma condition qui permet de vérifier si c'est un inline ou pas. Donc j'ai décidé que quelque chose qui avait un return, c'est forcément un inline, quelque chose qui avait qui est justement pas inline, quelque chose qui avait des retours à la ligne, c'est également pas inline, et quelque chose qui avait un point virgule, c'est pas inline. Donc ça me permet de, si je mets un point virgule, si je mets un return ou si je mets un retour à la ligne, je sais que ma fonction aura son propre scope et que j'aurai pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, dans mon JS, mais comme vous l'avez vu dans les exemples, la majorité de mes fonctions, c'est juste une simple expression JavaScript, donc j'ai pas besoin d'avoir return, retour à la ligne ou point virgule.
Donc ensuite, dans ma fonction JS, ce que je fais, c'est que je vérifie si c'est inline. Si c'est inline, j'affiche juste le code JavaScript entre parenthèses, donc c'est une expression classique. Et si c'est pas inline, dans ce cas-là, ce que je vous avais expliqué, c'est-à-dire que je le mets dans une fonction anonyme que j'exécute. Donc ça permet d'avoir du code sur plusieurs lignes. Ce petit concept de loop, je ne l'utilise plus, donc je peux le supprimer parce que c'était quelque chose que j'ai testé pour les tableaux et que je n'ai pas encore réussi réellement à gérer les tableaux encore. C'est encore un peu flou sur comment on va faire. Donc voilà, sur ces modifications, hein, on voit ici que c'est beaucoup plus simple à lire surtout. J'ai plus besoin de naviguer entre les identifiants. Les seuls identifiants à connaître, c'est les identifiants des composants, qui est un petit peu moins intéressant. Et les variables, il y en a un petit peu moins, donc c'est un peu plus facile. Donc par exemple, si on prend n'importe quel élément, le Thibaut ici, la variable, et on voit que quand on change, qu'est-ce qu'on fait? On set cette variable-là, le 5970. Donc la 5970, c'est le set, donc c'est le str length. Et on voit qu'on la set directement, on n'a pas besoin de naviguer, on la voit directement qu'on la set par la length de la value de la variable 8732 qui est nous-mêmes. Ensuite, on a la même chose pour value, donc on récupère la 8732, la value, et on le met dans le point value. Donc ça, c'est pour l'input. Donc on change l'attribut value de l'input. Voilà, donc c'est assez facile à lire, c'est beaucoup plus facile à lire, en tout cas pour débugger, je pense que ça va me faciliter la vie, et peut-être qu'après je reviendrai à un autre système, ou voilà, je vais encore expérimenter, mais voilà, l'objectif c'est les tableaux maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse créer un composant. Donc si j'ajoute un élément au tableau, il faut que cet élément-là, je le répercute dans la création d'un node HTML. Donc ça c'est mon prochaine étape, c'est essayer de comprendre comment faire ça, comment créer un composant qui peut être arbitrairement complexe en JavaScript. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je donnerai vous très rapidement pour la suite de cette série sur mon framework JavaScript.